Bernard Stiegler. Écoutez, moi je crois qu'il faut parler de ce qui est arrivé là. J'ai vraiment honte de ce qui se dit, y compris maintenant. J'ai honte de ce que j'ai pu entendre jusqu'à maintenant autour de cet événement qui est un non-discours. Je crois que cet événement est d'une extrême gravité, qu'il est accablant. Il est effectivement sidérant, c'est-à-dire qu'on a un mal de chien à le penser. Mais s'il nous sidère à ce point-là, c'est que précisément il est inscrit pratiquement dans la logique des choses. C'est-à-dire que moi je ne suis pas du tout surpris de ce qui s'est passé. D'abord parce que je suis depuis des années d'innombrables événements semblables dans le monde, car ce n'est pas quelque chose qui surgit comme ça d'un seul coup. C'est le déclenchement d'une folie meurtrière. Et cette folie meurtrière, elle appartient à une société qui, depuis des années, cultive et exploite les pulsions, a mis en place ce que j'ai appelé moi-même une bêtise systémique, qui est même aujourd'hui théorisée par des économistes, qui montre que le système financier spéculatif repose sur un système réflexe automatisé, entièrement absurde, qui détruit le désir, qui détruit la socialité, qui délie les pulsions et qui remplace ce qui constituait autrefois, dans la transformation des pulsions en investissement social, par l'éducation, qui remplace tout cela par un système d'exploitation systématique de tout ce qu'il y a d'automatique en nous, l'automatisme de la technique aussi bien que l'automatisme de notre cerveau reptilien. Aujourd'hui, le neuromarketing, par exemple, se développe pour court-circuiter ce qui, dans notre néocortex, nous fait réfléchir avant d'agir. Et ça, c'est un processus qui est en train de se développer massivement. Il y a eu un colloque il y a 2 ans à New York sur la neuroéconomie. Le neuromarketing est aujourd'hui un business des neurosciences. Au service de quoi? De la captation de l'attention des individus pour piloter leur comportement par les mécanismes les plus primaires qui existent chez les reptiles. C'est pour ça qu'on parle de cerveau reptilien. Et je suis stupéfait de l'inanité des discours que j'entends là-dessus. Et aussi de la façon dont le président de la République a demandé 1 minute de silence et a immédiatement pris la parole pour dire des choses absurdes aux enfants. Absurdes. C'est-à-dire en exploitant leur angoisse, en visant leurs parents qui sont des électeurs, et je trouve tout cela absolument effroyable, consternant et révoltant. L'événement au système. Je ne dis pas que M. Sarkozy ou quiconque d'autre, d'ailleurs, est responsable ou fautif de quoi que ce soit. Ce que je dis, c'est qu'il y a un système avec lequel il faut rompre, qui est un système d'exploitation des comportements automatiques. Que le racisme existait tout au long de l'histoire des sociétés humaines, j'en suis bien d'accord avec vous. Quant à l'exploitation que l'on fait aujourd'hui des réactions primitives des individus aujourd'hui, dans un contexte politique extrêmement délétère, dans une crise économique planétaire qui est d'une gravité extrême, et que les spécialistes de neuroéconomie aient dénoncé cela, tant mieux, ça me donne raison. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, non, je comprends très bien qu'il y a eu, et je partage tout à fait le point de vue des candidats à l'élection présidentielle qui ont dit « tenons-nous à l'écart ». D'une exploitation politique de tout ça, j'en suis bien. Moi, je ne suis pas candidat, personnellement. Non, mais je suis un citoyen. Pas candidat, mais vous créez des liens de causalité. Oui, je crée des liens de causalité. Parce que je pense qu'il y a parce que je crois qu'il y a des causalités dans la société. Et je pense que la multiplication de ce type d'événements que l'on voit, on a vu en Norvège il y a quelques mois, etc., aujourd'hui, et que tout le monde a dit, mais c'est inimaginable de prendre une petite fille par les cheveux et de la tuer comme ça. Oui, c'est inimaginable. Et on l'a vu. Et ça s'est cultivé par quelqu'un qui, paraît-il, en plus, a mis une caméra sur son thorax pour pouvoir enregistrer tout cela. Tout cela est quelque chose d'odieux, qu'il y a évidemment des processus de causalité, qu'il y a évidemment des processus de destruction de la responsabilité, et en particulier, quand je disais qu'aujourd'hui le neuromarketing exploite les couches primaires du cerveau pour court-circuiter ce qui se passe dans le néocortex, c'est aussi vrai dans le fait que dans l'éducation, on ne peut plus, par exemple, tous les parents qui ont des enfants ou les grands-parents savent qu'ils n'arrivent plus à éduquer leurs gosses. Parce qu'aujourd'hui, il y a un système de destruction de l'éducation. Donc le résultat, à un moment donné, de cette bêtise systémique qui court-circuite tous les processus d'éducation, ça aboutit à un moment donné non simplement à la bêtise systémique que Alan Greenspan lui-même a mise en scène dans son système de défense, mais à des processus de folie meurtrière. Il y a des bons qualitatifs qui civique, c'est possible. C'est un jeu de mots, Non, je pense que ça traduit cette expression un peu étrange, un embarras de la part de Jean-Luc Mélenchon, à mon avis. Qu'est-ce qu'il essaye de faire, Jean-Luc Mélenchon? Il essaye d'incarner
Alors là, je crois que ça a marché bien plus que ne l'imaginait, apparemment, à la Bastille, au point que plusieurs personnes ont dit qu'il a finalement censuré un peu son discours parce il a parlé, dit-on, 2 fois moins que prévu, parce qu'il semblait peut-être inquiet même inquiet, c'est peut-être pas le mot qui convient, mais en tout cas dépassé par la mobilisation. Et il incarne quelque chose, il catalyse quelque chose indubitablement. Alors moi, ce que je crains, c'est que lui et beaucoup d'autres n'arrivent pas à comprendre ce qu'ils incarnent. Je veux dire par là que je pense qu'aujourd'hui, en France en particulier, mais pas seulement en France, parce qu'on ne parle pas de révolution dans les pays anglo-saxons, encore qu'on ait fait la révolution conservatrice il y a quand même quelques années. Donc c'est tout à fait la même chose. Non, c'est pas la même chose, mais c'est quand même une revendication de la révolution. Que Madame Lagarde a parlé de révolution en disant il y a des choses qui sont révolues. Non, mais la révolution. Et qui sûrement a écrit un livre sur le sujet. La révolution n'est pas nécessairement de faire des barricades et de tout casser non plus. Hein. C'est d'acter que quelque chose est révolu, c'est-à-dire que le temps passe, si vous préférez, et qu'il y a des moments où il y a des processus de rupture que Monsieur d'ailleurs, un certain Nicolas Sarkozy prétendait lui aussi incarner, mais dans un sens évidemment très très différent. Ce que je crois, c'est que les Français aujourd'hui, pas seulement les Français, les Anglais, j'étais la semaine dernière, parce que j'enseigne aussi en Angleterre, il y avait une manifestation à Londres, je vais à Berkeley au mois d'avril, Berkeley est actuellement en partie en grève à travers ses étudiants, enfin il y a des mouvements sociaux dans le monde entier, et je dirais qu'un des pays où il y en a le moins, c'est la France actuellement, ce qui est quand même assez surprenant. Mais peut-être parce qu'il y a une élection présidentielle aussi. Peut-être, mais je ne suis pas sûr que ce soit que ça, je pense que la France, c'est un petit peu paralysé conceptuellement à la suite d'une espèce de surchauffe intellectuelle qui a duré plusieurs décennies et que tout ça a laissé la jeunesse française en particulier, le personnel politique, un petit peu désarmé sur le plan conceptuel. Mais quoi qu'il en soit, je crois que justement ce que Mélenchon veut incarner, c'est une espèce de réarmement. Et en même temps, il est entre la chèvre et le chou, parce que ce qu'il n'arrive pas, me semble-t-il, à porter, c'est que les Français sont très conscients du fait que le système dans lequel nous avons vécu est épuisé. Et quand je dis que ce système est épuisé, je ne parle pas du capitalisme, mais je parle d'une organisation, celle qui conduisait à ce que je dénonçais tout à l'heure d'ailleurs, le consumérisme, qui a atteint ses limites. Tout le monde le sait. Tous les gens le savent, y compris ceux qui ne veulent pas le savoir et qui font de la dénégation par rapport à cela. Et le problème des politiques aujourd'hui, de Marine Le Pen quasiment à l'extrême gauche, c'est-à-dire au NPA, en passant par M. Bayrou, M. Sarkozy, M. Hollande et M. Mélenchon, c'est qu'ils n'arrivent pas à assumer cela. Et ils n'arrivent pas à dire aux Français qu'ils savent très bien que les Français ont compris cela. Ils savent aussi très bien que les Français pensent comme eux et comme moi, que le consumérisme... Tout le monde pense pareil, vous pensez. Non, mais nous savons tous que nous ne pouvons pas décider d'arrêter comme ça, parce qu'il faut que l'économie redémarre et que l'économie est majoritairement aujourd'hui... Donc j'essaie de comprendre. Les Français veulent vivre moins bien? C'est ça votre argument? Mais non, je ne dis pas du tout ça, monsieur Sormand. Non, mais j'essaie de... Oui, c'est gentil, c'est bien. Faites encore un petit peu d'effort. Voilà, j'essaie. Les Français... Non, vous avez dit une chose formidable. Laissez-le terminer. Je voulais dire quelque chose de très positif. Les consommateurs aujourd'hui ne sont pas heureux. C'est pas moi qui le dis, c'est un cabinet de conseil américain qui est spécialisé dans le marketing et qui dit c'est ça le problème d'aujourd'hui, c'est qu'il y a des consommateurs qui consomment par dépendance et non pas par désir. Pas du tout parce qu'ils ont décidé de vivre comme ça, mais c'est parce que le vide qui a été produit par le consumérisme est tel qu'ils ne peuvent plus vivre que par la consommation. Ils savent très bien que c'est pas bien. Ils se disent pendant que je consomme, je ferais mieux d'élever mes gosses, de donner du fric pour les élever, mais je ne le fais pas. Comme des toxicomanes. Un peu. Oui, c'est de la toxicomanie, exactement. D'ailleurs, l'addiction est devenue le principal problème. Ils sont addictés à l'iPhone. Alors les Français savent cela, ils savent qu'il faut changer et en même temps ils ont envie de continuer à consommer, à travailler, etc. Ce qui est tout à fait normal. Et ça, les politiques n'arrivent pas à l'assumer. Donc quand Mélenchon parle de cette insurrection civique, je crois qu'il essaye de dire quelque chose par rapport à ça, il n'arrive pas à le porter. Pourquoi ? Parce qu'il tient un discours de la résistance. Or, c'est pas ça le problème aujourd'hui. Ce n'est pas de résister, c'est d'inventer, c'est de proposer quelque chose d'autre. Et là, il y a encore du travail. Je voulais dire du bien de... J'en doute pas. Je ne connais pas assez le fond du dossier pour vous donner un avis vraiment qualifié. Moi, par exemple, j'ai discuté avec des étudiants la semaine dernière à Londres qui essayent de créer avec des personnes sans abri de Londres, là aussi, ils essayent je crois que c'est avec British Telecom,
non pas du tout de les instrumentaliser pour en faire des bornes Wi-Fi, mais au contraire de créer un réseau entre ces personnes, ce qui fait assez peur d'ailleurs au pouvoir public d'Angleterre. Mais là, c'est créer un réseau entre ces personnes et ceux qui les entourent. Alors là, précisément, le problème, c'est qu'ils deviennent un mode d'accès au réseau pour les autres, mais pas pour eux. Et donc, c'est ça que je trouve très problématique. Voilà. Mais quand je dis, ça c'est d'après ce que dit le reportage, et comme je n'ai pas d'informations de première main, peut-être que c'est beaucoup plus compliqué que le reportage ne le dit, quoi. En tout cas, en revanche, tout ce qui peut servir pour les gens qui sont dans ces conditions terribles de survie, à la limite de l'insupportable, à créer des relations avec ceux qui ne sont pas dans cette situation-là, c'est une chose qu'il faut prendre positivement. Voilà, mais après, les conditions dans lesquelles les choses se font là, je ne les connais pas suffisamment pour donner un avis. On reproche une certaine forme d'exploitation. Non, mais ça, voilà, bien sûr. Mais ce qui n'est pas dit dans le reportage, par exemple, c'est que, d'une part, évidemment, si c'est un petit peu dit, mais normalement, on a toujours beaucoup de mal à réinsérer des clochards, parce qu'il s'agit de clochards, là. Les gens qui ont été pris, on a beaucoup de mal à leur faire aller dans un bureau, par exemple. Alors là, ça les fait travailler dans la rue, exactement, c'est-à-dire ce qu'ils connaissent le mieux et où ils se sentent, paraît-il, le plus à l'aise, exactement comme on le faisait autrefois, où on les engageait comme homme sandwich. Mais est-ce qu'il y en aura... Mais s'il nous sidère à ce point-là, c'est que précisément, il est inscrit pratiquement dans la logique des choses. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas du tout surpris de ce qui s'est passé. D'abord parce que je suis depuis des années d'innombrables événements semblables dans le monde, que j'ai pu entendre jusqu'à maintenant autour de cet événement qui est un non-discours. Je crois que cet événement est d'une extrême gravité, qu'il est accablant, il est effectivement sidérant, c'est-à-dire qu'on a un mal de chien à le penser. A mis en place ce que j'ai appelé moi-même une bêtise systémique, qui est même aujourd'hui théorisée par des économistes, qui montre que le système financier... Bernard Stiegler. Écoutez, moi je crois qu'il faut parler de ce qui est arrivé là. J'ai vraiment honte de ce qui se dit, y compris maintenant. J'ai honte car ce n'est pas quelque chose qui surgit comme ça d'un seul coup. C'est le déclenchement d'une folie meurtrière. Et cette folie meurtrière, elle appartient à une société qui, depuis des années, cultive et exploite les pulsions